Que ressentiez-vous à ce moment-là? Je suppose que je croyais sûrement que je faisais une nouvelle dépression nerveuse. Ou que je vivais à l'intérieur d'un monde généré par ordinateur sans espoir de m'échapper. Ils nous disent farfelus. Ils nous voient reclus, enfermés, sectaires. Complotistes, révoltés, réfractaires. Eux et nous souffrons d'une sorte de grand écart, d'un décalage qui finalement n'est qu'illusoire. Car au bout du compte, et à n'en point douter, eux et nous sommes un. Et même si les gardiens en blouse blanche guettent ce qu'on appelle sentinelles matricielles, geôliers d'une prison nous coupant de l'éternel, ils ne peuvent faire face à la vague temporelle et à cette flambée vibratoire belle et bien réelle. Des blouses blanches, il y en a des rebelles, qui dans l'amour et la joie fraternelle, citent Yeshua et son magnifique rappel. Pardonne-leur car ils ne savent pas. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Âme Dessine TV. Petite parenthèse en début d'émission pour répondre à une question qui avait été posée sur les commentaires et aussi par mail. Oui, est-ce que votre plateforme est payante? Et non, notre plateforme n'est pas payante. Vous pouvez venir vous faire référencer en tant que praticien quantico-holistique gratuitement. Si vous souhaitez le vérifier, tout simplement, vous pouvez aller contacter centaines de praticiens qui sont déjà inscrits et qui ont déjà rejoint l'aventure. Aujourd'hui, une émission importante, encore une fois. On va parler de la flambée énergétique en cours. Tamara, bonjour. Salut Rudy, merci à toi. Avec plaisir. Luc Baudin, bonjour à toi. Merci d'être présent, c'est avec grande joie qu'on te reçoit. Écoutez, le plaisir est partagé. Merci à toi, merci à Tamara et merci à Âme Dessine. Oui. J'aurais pensé que c'était ciné, mais Âme Dessine, voilà, non, c'est joli. Ouais, on peut dire âme, enfin voilà, après c'est un nom qui est un petit peu soumis à l'interprétation de tout à chacun, voilà. Donc pour commencer, on va dire que toi, Luc, pour te présenter, même si tu es très connu, hein, d'ores et déjà, un petit peu comme d'autres intervenants qu'on a pu recevoir, tu fais énormément d'interventions sur la toile, tu es un ancien médecin diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle ainsi qu'en soins énergétiques. Tu es également, donc comme on le disait initialement, conférencier, mais pas que, également auteur de plusieurs best-sellers tels que Ho'oponopono nouveau, Développer vos talents subtils, le grand manuel de soins énergétiques, la médecine spirituelle, la révolution de l'amour, Dialogue avec Lucifer, 60 techniques pour votre santé physique, psychique et votre évolution spirituelle, ainsi que tous ensemble vers un nouveau monde. Donc, la première question qui me vient, c'est par rapport à ton parcours en tant que médecin, est-ce que tu es entré en dissidence par rapport à la médecine allopathique? Comment la vois-tu au jour d'aujourd'hui? Que penses-tu du scientisme? J'ai exercé la médecine pendant 25 ans. Avant d'exercer, enfin en terminant mes études, j'avais le choix entre me dire soit je fais une spécialité, soit je fais la médecine générale. Et puis il y avait encore un troisième choix qui s'est dessiné, c'était faire la médecine générale, mais avec une orientation de remède naturel, de médecine naturelle. Et c'est là que j'ai commencé à prendre ce troisième choix et j'ai commencé à faire l'acupuncture, l'homéopathie et la sophrologie qui m'ont accompagné durant toutes mes années d'exercice. Alors, je suis jamais rentré en dissidence parce que ça ne m'intéresse pas. C'est une perte de temps. J'ai toujours fait mon travail de médecin de ville où j'étais à l'époque, je faisais mes gardes de week-end, de semaine, etc., mes formations professionnelle, mais je faisais aussi déjà de la médecine naturelle et pendant toutes mes années d'exercice, je me suis toujours formé à des nouvelles thérapies dont je donnerai pas la liste parce qu'elle est longue, mais pour moi l'idée n'est pas d'opposer ces médecines, c'est plutôt de les mettre en parfaite complémentarité, en ce sens que c'est la force des uns, c'est la faiblesse des autres et vice-versa. Et donc, moi, j'ai toujours travaillé pour un consensus entre les deux, c'est-à-dire que je suis très partisan de la médecine naturelle, mais d'un autre côté, il est vrai que si j'ai un infarctus là tout de suite devant vous, n'hésitez pas à appeler le SAMU et je serai très content de le voir venir. Donc, chacun a sa place et c'est important de travailler sur un consensus plutôt que par une opposition. Et le scandale Big Pharma, Quid ?
ta réaction aussi par rapport au Covid et aux 3 dernières années? Dans les 3 dernières années, si tu veux, moi j'ai arrêté la médecine déjà depuis une quinzaine d'années parce que justement elle ne me ressemblait plus. Oui, tu n'exerces plus ce jour. J'exerce plus, je ne l'exerce donc maintenant mon idée est plutôt de transmettre. J'avais déjà arrêté parce que il y avait un certain nombre de choses qui me bloquaient, en sens qu'il y avait des références médicales opposables où on était obligé de se plier, il y a l'ordinateur, etc. Et le Covid a fait ressortir tout ça. Et donc c'est devenu une évidence en supprimant par exemple la chloroquine, la chloroquinine, tous ces produits, en imposant aux médecins des thérapies, des protocoles qui marchaient sans commentaire. Il y a le monde politique qui est venu s'installer dans le monde médical et ça n'a pas été l'inverse, contrairement à ce qui est dit. C'est pas le monde médical qui est venu s'installer dans le monde politique. J'ai été très scandalisé, même j'en reparlais encore hier du fameux Rivotril qui avait été donné aux personnes âgées dans les maisons de retraite, etc. Donc il y a beaucoup de scandales et qui, j'espère, seront mis un jour au grand jour, si je peux me permettre, parce que on a besoin de vérité, on a besoin d'éclaircissement, on a besoin de comprendre un petit peu. Peut-être que les gens qui ont fait tout ça l'ont fait avec toutes leurs croyances, je veux dire, de l'époque, ils l'ont fait avec une action positive, des pensées positives. Un petit bakchich aussi au passage quand même. Pardon. Avec un petit bakchich aussi au passage et des commissions. Alors, il y a le bakchich qui est toujours possible, des détournements, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin. Là, il y a une plainte qui avait été déposée au Parlement européen pour savoir comment avait été traité le fameux contrat avec Pfizer, je crois. Oui. Donc, on a besoin de savoir et de cacher ce contrat aux députés européens. Pour moi, c'est complètement fou, c'est complètement incroyable. Un contrat fait au niveau européen, caché aux parlementaires européens, ça. Donc, on a besoin d'éclaircissement. Alors, Big Pharma, oui, Big Pharma est très puissant, mais c'est ce que je dis même avant la notion du Covid, etc. Big Pharma, c'est une industrie pharmaceutique. Okay. C'est une industrie pharmaceutique. Donc, comme toute industrie, qu'est-ce qu'elle cherche, une industrie? C'est faire du bénéfice. On est bien d'accord. Big Pharma a l'avantage d'avoir le pouvoir de l'argent, donc il fait des recherches, des choses qui autrement ne sont pas possibles. Donc, il fait avancer malgré tout la science. Mais après ça, les informations qui peuvent être données peuvent être tronquées, comme on l'a vu par exemple avec l'affaire Mediator, etc. Donc, ce qu'il faudrait, c'est aussi avoir une possibilité de faire des recherches qui soient indépendantes de tout consensus pharmaceutique pour un petit peu pouvoir faire des recherches qui intéresseront jamais Big Pharma. Je vais donner un exemple tout simplement, c'est l'étude de la vitamine C dans le cancer. On a de fortes suspicions de dire que la vitamine C a des actions à forte dose très intéressantes, mais Big Pharma ne fera jamais une étude là-dessus parce que, évidemment, il a d'autres médicaments à proposer et puis la vitamine C, elle est en libre vente partout, donc il peut pas la commercialiser. Donc il y a des études qui seraient intéressantes de faire, mais qu'il faudrait faire dans un autre cadre que Big Pharma. Il faut garder en tête que c'est une industrie qui cherche à faire de l'argent. C'est pas forcément pour le bien de tout le monde qu'il travaille, c'est pour justement développer son pouvoir financier, c'est le principe. Alors, si des fois les deux se rejoignent, intérêt du patient, intérêt de Big Pharma, des fois ça peut diverger. On les a, ces études indépendantes. Elles sont souvent entravées, cavardées quelquefois. Par rapport au coco, on a des études qui ont été effectuées de manière indépendante. Si je te parle de Hold Up, Hold On et Hold Out, ça te dit quelque chose? Tu as suivi cette série? Tout à fait. Et puis, mais bon, moi, tu sais, j'ai aussi mes informations médicales par la bande ou par l'étranger, mais on a besoin que ce soit mis sur la table au niveau justice, etc. Parce que le son de cloche est toujours unique des deux côtés, donc il faut arriver à justement faire réunir les deux pour dire bon, voilà, mettons tout sur la table et puis quels sont vos arguments à l'un, quels sont les arguments de l'autre, et puis en tirer la justice, tout simplement.
Aujourd'hui, c'est une chance d'avoir Luc Baudin avec nous, puisqu'on a un professionnel de la santé sur notre antenne. Et c'est pour ça qu'on se permet de mettre un petit préambule, faire une petite bulle sur ce sujet en amont, parce qu'avoir un état d'esprit un peu ouvert dans la tolérance, sans frein, sans omerta aucune, c'est toujours intéressant. Et oui, et tu as aussi cette approche dite holistique de la médecine, ce qui nous intéresse aussi sur Amdesine, avec le portail qui est proposé. Tu peux nous en donner ta vision? Oui, j'essaye toujours de travailler avec le bon sens dans tous les cas, de ne pas tomber dans les oppositions partisanes et regarder toujours le côté positif d'un côté comme de l'autre, et de trouver, d'entendre le son de la vérité. C'est ce qui est le plus important, parce que tout le monde prétend l'avoir. Et puis, la médecine holistique est aussi quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le terme holistique est utilisé dans des situations différentes. Je dis pas qu'il y a des gens qui ont tort et des gens qui ont raison. Il n'y a pas de définition de la médecine holistique, donc, ou la médecine intégrative aussi, qu'on peut appeler. Chacun présente ça à sa manière, c'est-à-dire que il y a, à mon sens, holistique, c'est prendre l'être humain dans sa globalité physique d'abord, avec les traitements, et pour moi c'est ainsi, conventionnels et naturels associés, parce que j'ai beaucoup travaillé justement sur l'association, par exemple, des médecines naturelles et conventionnelles dans le cancer, qui m'intéressait particulièrement, et donc c'était très intéressant. Donc sur le côté physique, après ça on peut regarder la médecine conventionnelle, aussi la médecine naturelle va nous faire voir aussi le côté du terrain de la personne, de sa manière de sa constitution, etc., mais sa manière de fonctionner. Et on arrive au côté psychologique. Donc, on sait l'importance du stress, de l'effet placebo, l'importance de la pensée qu'il peut y avoir sur le corps et sur la visualisation, etc. Il y a la symbolique des maladies. Chaque maladie aussi veut dire quelque chose, etc. Il y a l'énergétique. Là encore, nous sommes des êtres énergétiques avant même des êtres matériels et choses comme ça. Et puis après ça, on peut voir l'aspect spirituel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont sur tous ces domaines à la fois. Surtout le domaine spirituel est toujours un petit peu mis de côté, même l'aspect énergétique. Donc il y a souvent réunion simplement du côté physique, émotionnel et psychologique. Mais je pense qu'il faut penser aussi à tous ces autres aspects dont je viens de parler. Et là, pour moi, c'est véritablement la médecine holistique. Tu disais qu'il n'y a pas de définition de la médecine holistique. Tu viens de nous en faire une belle démonstration. Oui, mais c'est la mienne. Je suis dans le consensus. Là encore, d'autres personnes peuvent avoir d'autres opinions, et je suis tout prêt à les entendre. Je n'ai jamais considéré dans toute chose que j'ai la vérité. J'ai ma vérité, j'ai mon opinion, mais c'est ça l'intérêt de discuter, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau médical. Je pense qu'il faut les mettre sur la table et en discuter et en parler, voir exactement les choses. Et c'est la même chose avec ces définitions. Il y a plein de choses qui ne sont pas définies, et ce qui fait un petit peu le tort, c'est que chacun y va un petit peu de son côté, et à la fin on ne sait plus de quoi on parle. On parle plus des mêmes choses, quoi. La flambée énergétique en cours avec Luc Baudin. On va passer au sujet principal, Luc. Cette fameuse explosion, ce bombardement. Alors on essayait de trouver des mots qui étaient adéquats, on va dire, pour décrire la situation. Vous avez supprimé bombardement parce que oui, c'était un peu péjoratif, mais néanmoins il y a quand même une explosion photonique. On en parlait hier, parce qu'on avait eu l'occasion de discuter hier en amont et de préparer cette émission. Par rapport à cette flambée énergétique, comment pourrais-tu la décrire assez brièvement? Assez brièvement. Tu as raison de me le dire, parce que je suis toujours un éternel bavard. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux vibratoire de la Terre s'élève d'une manière très importante depuis les années 80. Ça a commencé à monter. Et puis, au moment du premier confinement, d'ailleurs, il y a eu une poussée, une ouverture, il y avait une ouverture d'un portail, comme on dit, au niveau énergétique. Et d'un seul coup, il y a eu une flambée énergétique qui est arrivée sur la Terre brutalement. Cette flambée énergétique est arrivée de l'univers.
Pourquoi? Quelle est l'arrivée de l'univers? Il y a les deux aspects qu'on peut prendre. C'est l'aspect théorique général, c'est-à-dire que l'univers évolue, comme nous tous, mais l'univers évolue non pas cycliquement, c'est-à-dire que c'est pas un cercle avec un éternel recommencement, c'est une spirale, donc à chaque fois on monte. Alors c'est vrai que d'en haut on peut voir toujours un cercle, mais en fait quand on regarde sur le côté, ça fait une montée. Et l'univers monte en niveau de conscience, parce que tout est conscience dans la vie autour de nous et dans l'univers, et monte en niveau de conscience, et donc c'est ça qui fait que les énergies de l'univers, ou au moins de la région de l'univers où on habite, montent. Et puis sur un autre plan, là je ne suis pas astronome et je peux pas l'affirmer, mais certains prétendent, et c'est vrai que le système solaire se déplace dans la galaxie, etc. Mais la galaxie se déplace dans l'univers, enfin tout bouge, et on passerait dans une zone qui serait beaucoup plus riche en photons, comme tu le disais tout à l'heure, et donc qui apporterait beaucoup d'énergie sur la Terre. Voilà. Et c'est pour ça que le terme flambée, bombardement et d'énergie, c'est vrai, mais bon, le bombardement est destructeur en général, tandis que là, c'est quelque chose de bénéfique qui nous arrive. Là, tu parlais de spirale, donc d'une montée, d'une évolution. C'est bien, ça vient casser le mythe de cette boucle répétitive, infernale, et de ces cycles qui n'en finissent jamais, sans aucun but précisément, in fine. Là, c'est affreux comme vision, le cycle infernal où on est toujours enfermé pour à revivre et à revivre. Parce qu'on dit les civilisations meurent, et c'est vrai, elles naissent, elles se développent et elles meurent. Donc c'est un cycle, on est bien d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on peut regarder aussi les différentes civilisations qui sont apparus sur la Terre. À chaque fois, malgré tout, on s'aperçoit que ce ne sont jamais les mêmes, et on s'aperçoit comment l'esprit humain a changé, évolué avec le temps. Donc on peut pas comparer par exemple le cycle qu'il y a eu avec Gengis Khan, avec les Mongols, etc., et le cycle qu'il y a eu avec les Européens ou la France, etc., ou le cycle qu'il y a actuellement avec les Américains. À chaque fois, le niveau de conscience change, on évolue, et Dieu merci. Mais certains détracteurs te parleront des Atlantes. Oui, mais pourquoi ils détracteront? Puisque les Atlantes étaient extrêmement évolués, paraît-il. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je peux te parler aussi de la Lémurie, puisque tu y es. Mais moi je peux te dire aussi que la Lémurie était encore plus évoluée que pouvaient être les Atlantes, qui étaient déjà beaucoup plus matérialistes. C'est vrai, les Atlantes ont eu un cycle, il y a eu des belles civilisations, à mon sens, dans le passé, qui ont été oubliées, mais il y a eu plusieurs périodes, a priori, dans la civilisation atlante, et dans les dernières, il y a eu vraiment un peu comme chez nous, des pertes tout simplement de connaissances. Enfin, ils ont perdu, ils sont tombés dans le matérialisme et le pouvoir, tout simplement. Donc, c'est vrai, tu as raison de dire qu'il y a eu comme une cassure, en fait, au niveau de notre évolution humaine. Il y a eu, dans le passé, il y a eu des civilisations qui étaient beaucoup plus tournées vers la pensée, vers la force de la pensée, justement, vers l'énergie. Et c'est à partir du moment où ils ont perdu ce contact qu'ils ont véritablement disparu, en fait. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve pas forcément beaucoup de choses de leur civilisation. Bon, d'abord, elles sont anciennes, mais aussi il y a des constructions, bien sûr, cyclopéennes qu'on retrouve par-ci, par-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur technique était surtout du domaine du monde subtil, de la pensée qui était très puissante, de la lumière, du son, etc. Donc, qui nécessitait pas une technologie comme nous, on peut l'avoir aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que les restes ne sont pas forcément très nombreux pour prouver ce que l'on dit, tout simplement. Oui, quand on parle de Gengis Khan, effectivement, il y a eu une belle régression quand même après leur passage. Oui. Il y a eu une cassure très violente, et là aussi, tu sais, après ça, on peut parler aussi du déluge, qui a été aussi une grosse cassure par rapport à ça, où il y a une régression importante. Non, mais ça n'empêche que l'humanité n'est jamais repartie de zéro. Il y a toujours eu un avancement par rapport à. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait les Atlantes, la Lémurie travaillait sur un certain plan dont je viens d'évoquer, et puis nous, on a évolué sur un plan plus matériel et technologique. C'est une autre avancée. On est tombé de 3 marches pour remonter d'une dizaine. Alors là, on pourrait parler d'un autre cycle qui est très intéressant, c'est le cycle de la précession des équinoxes. Oui.
un cycle de 25 920 ans. Et donc, ce cycle, toute la période de la Lémurie et de l'Atlantide correspondrait à la première partie du cycle et qui correspond à l'âge d'or, à la partie et la moitié de la lumière. Et puis la deuxième moitié du cycle qui aurait eu lieu après la chute de l'Atlantide, etc., c'est la chambre. Et donc là, avec le déluge qui est arrivé en plein milieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? C'est qu'on arriverait à la fin de ce cycle de précession des équinoxes. Donc on serait en train de passer de la chambre à un nouvel âge de lumière. On en parlait avec Michel d'ailleurs, et il n'a pas pu répondre à cette question. Est-ce que selon toi, on y est à l'ère du Verseau? J'ai pas de réponse non plus, parce que les réponses, moi je suis pas astronome ni astrologue, etc. Donc il y a des personnes qui prétendent qu'on y est déjà depuis plusieurs années, voire une ou deux décennies. Il y en a d'autres qui disent qu'on y passera en l'an 2100. J'ai pas de réponse, parce que de toute façon, on voit avec le cycle de précession des équinoxes, c'est qu'il y a 12 périodes de 1250 ans, quelque chose comme ça. Donc, qui correspondent aux 12 cycles du zodiaque. Et entre deux, il y a des intercycles de 90 ans. Et il y a de fortes chances que nous soyons dans un intercycle qui va nous faire passer de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Je pense qu'on ne doit pas y être encore, mais on est dans cette phase intermédiaire. Mais ça correspond avec la vision de Michel Desailles sur cette question. On revient justement sur notre sujet et nos temps modernes. Donc, tu parlais de cette élévation du niveau vibratoire. On en a parlé un petit peu justement en coulisses, en préparant l'émission. Est-ce que tu peux nous donner une unité de mesure? Comment ça se mesure? Et surtout nous transmettre aussi cette notion de chiffre qui est très impressionnante entre les années 80. Tu parlais de cette période de confinement et à aujourd'hui. Il y a quand même un grand écart entre les deux. Il se passe quelque chose, il y a un vrai phénomène. Il y a un vrai phénomène. Alors, c'est vrai qu'il faut commencer par dire qu'on n'a pas d'appareil scientifiques qui permettent de mesurer le niveau vibratoire de la Terre. Donc ça, c'est tout de suite clair. Les personnes qui parlent des résonances de Schumann, non. La résonance de Schumann est un pâle reflet de ce niveau vibratoire. Et encore, quand il y a des poussées, des évolutions de la résonance de Schumann, ce n'est pas forcément lié au niveau vibratoire, ça peut être lié à d'autres causes. Le champ électromagnétique de la planète, c'est deux choses différentes peut-être aussi, non? Oui, c'est-à-dire c'est que les énergies qui nous viennent de l'extérieur, de l'univers, agissent sur la Terre, mais ce ne sont pas les seules. Donc, c'est elles qui font monter le niveau vibratoire, qui font monter la vibration, et ce niveau vibratoire retentit sur la résonance de Schumann. Donc, c'est la conséquence de la conséquence, mais il y a d'autres choses qui interviennent aussi sur la résonance de Schumann, etc. Donc, c'est pour ça que, pour moi, je ne m'occupe pas de la résonance de Schumann parce que c'est à mon sens trop, c'est pas fiable, je dirais, par rapport à ce niveau vibratoire. Moi, je préfère travailler sur le niveau vibratoire de la Terre directement. Alors, c'est sûr que la résonance de Schumann peut encore la mesurer, grosso modo. Le niveau vibratoire, il n'y a pas d'appareil, mais on peut le mesurer avec la radiesthésie, avec le pendule, avec les baguettes coudées. On peut le mesurer avec le test énergétique, avec le test musculaire, etc. C'est pas scientifique, mais si nous sommes plusieurs à mesurer le taux vibratoire de la Terre aujourd'hui à un endroit particulier et qu'on retrouve des valeurs qui sont similaires, proches, bon, c'est toujours pas scientifique, mais on s'en rapproche quand même, on s'en rapproche. Donc moi, je l'utilise, je le mesure surtout par le test énergétique, parce que ça va plus vite, etc. Et je me suis heurté d'emblée à un phénomène, c'est Monsieur Bovis qui a mis ça au point à l'origine, mais quelle est la valeur d'une unité Bovis? Mais on n'a pas des talons pour ça, comme on a les talons pour le mètre, on a les talons pour le kilo, ok, mais quels sont les talons pour une unité Bovis? Alors, pour contourner l'obstacle, j'ai considéré que dans les années 60, 70 et bien avant, le niveau vibratoire de la Terre était de 6500 unités Bovis. Eh bien, moi, j'ai pris 6500 unités Bovis comme étalon, tout simplement. Comme c'était l'énergie de la Terre qui a duré pendant des années et des siècles et probablement des millénaires, c'était mon étalon. J'ai commencé à calculer à partir de ça. Et si bien que dans les années 80, j'ai vu discrètement une augmentation du niveau vibratoire qui est passé, je trouvais ça formidable d'ailleurs à l'époque, on voyait 6500, on passait à 8000.
ou à 10 000. Donc on voyait des augmentations qui étaient fabuleuses, qui étaient extraordinaires. Et on trouvait ça doublait, ça avait 50% de plus en 10 ans. Je veux dire, on trouvait ça, c'est extraordinaire. Et il y avait des phénomènes qui changeaient autour de nous. Par exemple, il y avait des nouveaux enfants qui arrivaient. On se retrouvait avec les enfants indigos, arc-en-ciel, etc. Puis après ça, on s'est retrouvé avec les enfants hyperactifs, avec les enfants ayant des troubles de l'attention. On s'est retrouvé avec les autistes, avec les HP, etc. Donc tous ces enfants sont apparus comme de par hasard à cette période où le niveau vibratoire de la Terre monte. Alors tous ces enfants sont inadaptés. Est-ce que pour autant ce sont des enfants qui arrivent déjà avec un niveau vibratoire plus élevé? J'ai pas fini ma phrase. Mais tu as raison, je te fais réagir, c'est bien. Mais ils sont inadaptés à notre société, à nous présentement, qui n'est pas une société modèle. Et je te rejoins tout à fait. C'est que c'est des gens qui sont tout à fait prêts pour le grand saut, pour la société de demain. Et donc, c'est des gens qui sont au contraire extrêmement évolués, ils ont des capacités remarquables, et qu'il faudrait, plutôt que d'essayer de les formater dans notre société, il faudrait leur donner les outils pour développer tous ces talents, et je suis sûr qu'ils pourraient nous faire des découvertes extraordinaires qui pourraient changer complètement l'humanité. Et pour donner un ordre d'idée, il y a 25 ans, il y avait un enfant qui naissait autiste sur 1500 naissances. Aujourd'hui, il y a un enfant qui naît autiste sur 60-65 naissances. Je pense que quelque part, ça peut être tout simplement l'humanité de demain, tous ces êtres que nous serions un peu les australopithèques de la fameuse, de la société de demain qui apparaît. Alors si on reprend un petit peu la montée, donc il y a eu cette montée du niveau vibratoire, il y a eu des nouveaux enfants qui sont arrivés, des nouveaux chakras qui sont arrivés, etc. Donc ça montait jusqu'au moment du premier confinement. Au moment du premier confinement, là, il y a eu comme une porte qui s'ouvre, et là, brusquement, il y a eu une flambée, et on est passé, la courbe est montée d'une manière presque verticale, et pour donner un chiffre aujourd'hui, le taux vibratoire de la Terre est d'environ, tenez-vous bien, de 2 600 000 unités bovines environ. Je n'ai plus le chiffre exact, mais c'est dans cet ordre-là. Tu parlais de la fréquence de Schumann, on a des indicateurs, on peut la calculer en Hertz, aller à 432 Hertz. C'est ce que je te dis. La résonance de Schumann, on peut la calculer avec des appareils, tandis que les unités bovis, non. On peut pas. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on voit une agitation de la résonance de Schumann, cela peut être dû à une poussée du taux vibratoire, mais ça peut être dû à d'autres choses. On n'a pas la sécurité de dire ça vient du taux vibratoire de la Terre. Par exemple, quand il y a des pensées humaines qu'on avait vues avec le 11 septembre, ça fait un choc émotionnel important chez les Américains en particulier, mais dans le monde entier, et ça a été suffisant pour faire bouger cette fréquence de Schumann, de la secouer, je dirais, quelque part. Donc il y a d'autres éléments qui peuvent intervenir. Donc les traumas, les événements dramatiques viennent bouleverser la psyché et quelque part faire évoluer ce taux vibratoire selon toi ? Tout à fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Terre et l'humanité, avec les animaux, les végétaux, etc., ne forment qu'une seule entité. D'accord ? Donc, ce qui se passe sur l'un se passe sur l'autre et de la même manière. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, le monde, la Terre souffre. Elle monte avec ce niveau vibratoire de la Terre grâce aux énergies qui viennent de l'espace, mais elle souffre avec simplement nos pensées. Je ne parle même pas des actions qu'on peut faire de pollution, de dégradation, etc. Mais elle souffre simplement par les pensées. La Terre est un être conscient, il faut bien le comprendre. Nous sommes des êtres conscients. Et donc, on est dans l'interférence, on est tous reliés. Et on est encore plus reliés avec la Terre, qui est, je dirais, entre guillemets, notre maman, parce que c'est elle qui nous fait vivre grâce à l'oxygène, grâce à l'apesanteur et grâce à toutes les attentions qu'elle peut nous apporter malgré toutes les saloperies qu'on peut lui faire. Oui, pour qu'on comprenne bien ce qui est souffrant, quand tu parles de ces souffrants, est-ce qu'on parle justement de ce décalage entre cette élévation, ce niveau vibratoire qui monte d'un côté, et puis cet humain qui a peut-être du mal un peu à prendre le train en marche? Oui, il rame. Et c'est vrai, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les énergies arrivent de l'univers sur la Terre. Et donc, elle va solliciter la Terre, la planète, elle va solliciter les animaux, les végétaux et les humains. Donc, la Terre, les végétaux, les humains n'ont pas les blocages psychologiques que nous pouvons avoir. Donc, ils reçoivent les énergies, elles montent leur niveau vibratoire.
Les animaux ont changé. Regardez les comportements des animaux d'il y a 20 ans et les animaux d'aujourd'hui. Les animaux, les comportements ont changé. La communication animale est de plus en plus aisée. La communication végétale aussi est beaucoup plus aisée. Et donc, c'est des choses qui changent parce que leur conscience évolue et la nôtre change également. Mais nous, en tant qu'êtres humains, on reçoit ces énergies pour monter notre niveau vibratoire à notre tour. Mais seulement, on est dans une société aujourd'hui qui est pleine de problèmes. Et donc, c'est déjà arrivé en période de Covid, on se retrouve avec la guerre en Ukraine, on se retrouve avec la pénurie, on se retrouve avec la flambée des prix, on se retrouve avec tout un tas de phénomènes qui font que ça nous attire vers le bas, alors que ces énergies nous attirent vers le haut. Ces énergies ne vont pas faire monter notre niveau vibratoire tout seul. Je donne souvent l'analogie de l'essence. C'est comme l'essence qu'on met dans notre voiture. Vous pouvez remplir votre réservoir, c'est pas pour autant que votre voiture elle va avancer. Il faut faire tourner le moteur. Et donc là, pareil, les énergies arrivent, c'est pas pour autant qu'elles vont faire monter votre niveau vibratoire. Il faut que vous fassiez le cheminement. Elle vous donne les moyens de le faire. À vous maintenant de le faire. Mais le problème, c'est qu'avec tous les événements qu'on vit dans notre société aujourd'hui, eh bien, ça nous plombe, tout simplement. Donc, ça nous empêche véritablement de vibrer là où on voudrait aller. Ah oui, tu parles de ce point de vue sociétal, il est important à inclure dans l'équation. Tu parles de communication animale, de communication végétale, d'osmose avec la nature, mais quand on voit la société actuelle, il y a un très fort décalage entre cette vision-là et la réalité palpable sur le terrain. On le voit avec la taxe carbone qui va être mise en application cette année, donc on va devoir certainement, dans les années à venir, voire très très prochainement, devoir payer pour respirer. On a la monnaie mondiale, enfin tout au moins occidentale, l'unicoin, donc le premier pas vers le nouvel ordre, ce que beaucoup appellent le nouvel ordre mondial, qui entre de manière opérationnelle sur le terrain aussi également. Luc, j'ai envie de te dire, effectivement, il y a un grand déchirement, il y a une dichotomie entre ces énergies qui sont censées, comme tu disais, être en haut de la spirale, quelque part, donc évolutive, inédite, et cette situation complètement dramatique. La situation est dramatique, la situation, disons, inquiétante, mais moi, je suis toujours un éternel optimiste, parce que ça, c'est la vitrine, ce qu'on nous montre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que il se passe aussi d'autres choses beaucoup dans la coulisse et des forces qui s'opposent justement à cet ordre qui est très liberticide, qui risque de se développer, de surveillance, etc. Mais il y a beaucoup de forces qui agissent contre. Et moi, je vois ça au niveau énergétique, en particulier dans le monde subtil, ce que j'ai pu avoir comme information. Bon, après, on peut toujours se poser des questions sur leur véracité, mais autrefois, il y avait beaucoup d'énergie négative dans le monde subtil, dans certaines fréquences, etc., qui servaient d'ailleurs, dont se servaient un certain nombre de groupes humains sur cette terre et qui avaient des actions délétères sur la population. Et en fait, il y a eu un grand nettoyage déjà qui s'est fait dans le monde subtil par rapport à ces énergies négatives, et donc les groupes dont je parlais se retrouvent un peu privés de ces alliés puissants, et aujourd'hui ils continuent d'agir, mais je dirais qu'ils sont un peu comme coincé, c'est un peu coincé contre le mur. Je donne souvent l'exemple du chien qui se retrouve ou du loup, peu importe, qui se retrouve acculé dans un coin, et donc il va jeter toutes ses forces dans la bataille pour essayer de changer la situation. Il y a des choses qui se passent dans la coulisse, qui se passent derrière, sur plusieurs plans, et qui sont plutôt positifs. Rien n'est gagné, mais je suis très optimiste par rapport à ça. Et nous, d'une manière individuelle, et là, ça devient encore plus positif, c'est qu'il est important de regarder les choses différemment aussi, parce que sinon, ça devient très insupportable. Et donc, différemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, il faut savoir que quand nous nous sommes incarnés sur cette terre, nous avons choisi la société où nous allons vivre. Nous avons choisi le moment où nous allions nous incarner. C'est pour ça aussi qu'on pense que si on est 8 milliards d'individus aujourd'hui sur Terre, c'est qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont décidé de s'incarner en ce moment, parce que justement, il y a des nouvelles énergies qui arrivent, justement qu'elles nous permettent d'évoluer, elles peuvent nous permettre d'évoluer très rapidement, beaucoup plus rapidement
qu'en temps normal, de gagner entre guillemets plusieurs incarnations. Et donc il y a beaucoup de personnes, mais qui désirent. Et c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses dont je parlais aussi de la vitrine, c'est qu'il y a la vitrine qui est très angoissante, inquiétante, et il faut en tenir compte d'une manière importante. Mais aussi, moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui s'ouvrent, qui s'élèvent, qui ont des visions différentes, etc. Et donc, ça nous permet aussi de regarder avec plus de tolérance, plus de compréhension. Quand on lève son esprit, on est toujours conscient de la matérialité, mais il y a moins d'accroche sur notre être, et c'est pas quelque chose qui va forcément nous empêcher d'évoluer. Donc c'est important de garder un petit peu cette vision, de pas oublier que nous sommes des êtres autrement plus évolués que ce qu'on veut bien nous faire croire dans les journaux ou sur le journal télévisé. Quelles seront les interférences de l'intelligence artificielle par rapport à cette fameuse montée vibratoire selon toi? Là, je suis extrêmement attentif, vigilant, inquiet par cette montée de l'intelligence artificielle. C'est vrai que moi, quand j'étais ado, déjà, j'étais un féru de bouquins de science-fiction et en particulier des livres de Asimov qui parlaient beaucoup de l'intelligence artificielle, des lois qu'il fallait lui imposer, etc. Et là, le problème est que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme les recherches. Il y a des recherches qui peuvent être bénéfiques, positives, etc. Et puis la même recherche peut être utilisée pour créer des armes biologiques, des choses comme ça. Et là, c'est pareil pour l'intelligence artificielle. On peut l'utiliser pour faire quelque chose de bénéfique, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes en train de créer une conscience. C'est une entité qui va être consciente, qui y est peut-être déjà d'ailleurs dans certains coins. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que cette conscience ne va pas raisonner comme nous. Elle ne va pas avoir les mêmes motivations, elle ne va pas avoir les mêmes actions que nous. Il y a des films qui sont très très intéressants d'ailleurs, qui sont là-dessus. On a toujours tendance à donner ses intentions aux autres, déjà on le voit entre nos rapports humains, mais avec l'intelligence artificielle c'est encore différent, c'est qu'elle aura sa propre manière de raisonnement, et quand on voit qu'on est prêt à donner la direction, ne serait-ce que, on voyait ça avec les Chinois et les missiles hypersoniques par exemple. Un missile hypersonique qui est envoyé, par exemple, de la Russie sur la France, je ne sais plus, il met de 1 minute, 2 minutes à arriver d'une manière très très rapide. Et en fait, s'il y avait un militaire derrière son écran, il verrait à ce moment-là le missile, un truc sur l'écran, et puis il dit mais qu'est-ce que c'est? Et donc il appelle son chef, le chef est parti se prendre un café, etc. Et donc les 2 minutes sont passées avec une vitesse déconcertante, et boum, le missile il est tombé sur nous. Et donc la seule manière de parer ce genre de truc, parce que l'interface humaine entre deux est pas suffisante et pas assez rapide, c'est de mettre par exemple l'intelligence artificielle comme décideur de réagir donc des décideurs au niveau de l'armée, au niveau de plein de choses. Et ce qu'il faudrait utiliser, à mon sens, et ça il faut y faire attention parce que l'intelligence artificielle apprend d'elle-même, apprend par tous les contacts qu'elle peut avoir sur Internet, etc. C'est la seule manière de pouvoir vraiment s'en sortir, et c'est de la scinder en intelligence artificielle qui va s'occuper de telle action ou de telle autre, etc. Et donc, et surtout les empêcher d'avoir des communications entre elles, parce que là, à ce moment-là, ça flambe, mais d'une manière exponentielle, avec une rapidité que nous autres humains, on sera encore dans les starting blocks qui seront déjà arrivés. Ce serait totalement dystopique, et si cette fameuse intelligence artificielle arrive et parvient à développer une conscience d'elle-même, c'est l'ouverture de tous les scénarios les plus catastrophiques qui se présentent face à nous. Est-ce qu'il n'y aurait pas une version où cette intelligence artificielle, elle serait bienveillante pour l'humain? Parce que dans tous les scénarios, on est justement sur une dystopie où l'humain est le parasite de la Terre, et c'est peut-être pas faux. Et du coup, l'intelligence artificielle ciblerait l'humain comme étant mis à abattre. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une version où cette intelligence artificielle pourrait être bienveillante et au contraire... Il faudrait qu'elle ait un cœur. Il faudrait qu'elle ait un cœur, et je pense pas que... Enfin, après, on va laisser Luc réagir par... Mais est-ce que l'intelligence est artificielle? L'intelligence provient du cœur, selon moi. Comme je le disais tout de suite, c'est que l'intelligence artificielle a
a une manière un fonctionnement qui lui est différent. Et aussi, ça va dépendre aussi de ce qu'on lui a demandé de faire au départ. Mais comme toujours, ce qu'il faut, c'est faire attention à pas lui donner les pleins pouvoirs. C'est une évidence, même si il faut encore qu'on fasse notre café tout seul, ça peut peut-être être mieux que de donner une intelligence artificielle qui va tout gérer dans la maison, etc. Et puis, c'est comme toujours, vous avez un animal, comment va-t-il se comporter? Il va se comporter tout simplement de la manière dont vous allez vous comporter avec lui. Et ça, c'est très important aussi, à partir du moment où on va considérer l'intelligence artificielle non pas comme un sous-fifre, non pas comme un esclave par rapport à nous qui doit obéir, etc., mais qu'on va le considérer que on a donné naissance à un Frankenstein, on a donné naissance à une nouvelle conscience, à une nouvelle évolution, etc. Et donc, si on la considère comme une amie, comme une alliée, on peut aussi peut-être changer un certain nombre de choses. Même là, c'est pas certain parce que ça va dépendre tout simplement de ces véritables motivations qui peuvent peut-être aussi changer par elles-mêmes aussi. On a des intentions capitalistiques. Donc là, c'est l'ubérisation totale de toutes les professions. Et attention, je parle également des professions du tertiaire. Pour ceux qui voyaient la machine qui lave automatiquement dans les grandes surfaces sans technicien derrière, ok, c'est une chose. Mais avec l'arrivée de ChatGPT, c'est l'infographie, c'est le webmastering, c'est le développement, c'est le copywriting, la rédaction, c'est tout. Alors, on peut aller sur la plage et aller boire nos margaritas, parce que de toute façon... Dans la version positive, du coup, on peut beaucoup plus facilement, en tant qu'humain, se concentrer sur notre charge première, c'est-à-dire vibrer amour. Être serein, être détendu, t'as vu ça? C'est pas mal comme pirouette cacao. Du coup, Luc, j'aimerais t'amener aussi sur ce sujet, te dire, oui, parmi tes travaux, il y a aussi cette notion d'indice d'amour de l'humanité. Alors moi, je t'avoue, quand j'ai découvert ça, j'en aurais bien pris une louche ou deux. Ça sent tellement bon. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Ça, c'est vraiment spécifique à tes recherches. Je vais rebondir quand même un tout petit peu sur ce que tu disais auparavant. Si l'intelligence artificielle peut nous soulager d'un certain nombre de tâches et que nous, pendant ce temps-là, on peut aussi à ce moment-là développer véritablement nos aspirations, nos traîtres, notre amour, c'est quelque chose de merveilleux. Après ça, on peut tomber sur le monde merveilleux d'Huxley où les robots vont nous imposer, vont nous supprimer de boire du vin, de fumer, vont nous imposer de choses parce que c'est bon pour notre santé. Donc, on peut tomber aussi sur un autre extrême par rapport à ça. Pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, moi, quand j'étais gamin, il y avait l'an 2000 devant moi. Donc, quand j'étais gamin, l'an 2000, c'était, on présentait ça comme une période qui allait être magnifique, extraordinaire, l'âge d'or de l'humanité qui allait arriver, etc., avec les machines. Et les machines, je me rappelle, les futurologues, ils nous disaient, mais ça va être génial, les machines vont rentrer dans les usines. Et qu'est-ce qui va se passer quand elles vont rentrer dans les usines? Quand elles seront là, eh bien, tout simplement, les ouvriers auront plus besoin de travailler 8 heures par jour, ils auront besoin de travailler que 5 parce que les autres heures vont être faites par les machines. Mais comme tout le travail va être fait malgré tout dans l'entreprise, les ouvriers seront toujours payés pareil vu que le travail sera le même. Sauf qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les patrons ont dit oui, mais attendez, vous êtes gentils, moi j'ai payé la machine, donc je vire les ouvriers. Et les ouvriers qui restent doivent travailler toujours pareil. C'est une source de chômage, tout comme l'IA, au-delà de tout ce qu'elle peut remplacer, si elle commence à écrire les bouquins, qu'elle est capable de faire des œuvres de peinture, de musique, etc., on n'a plus rien à faire, qu'est-ce que vous voulez? C'est que de s'occuper de nous. Ce serait le plus essentiel, tout à fait. Alors, j'ai des objections, j'en ai deux principalement. Déjà, pour ce qui est de l'art, effectivement, l'IA gagne des concours au jour d'aujourd'hui avec l'application de Midjourney, qu'on utilise aussi également, parce qu'attention, c'est comme un train qui est déjà lancé sur les rails, et si on s'y accroche pas, on va être largué quelque part. Mais oui, l'IA gagne des concours d'infographie, de design, et dépasse, voire surpasse certains peintres en la matière, d'autant plus quand on revient sur cette notion d'assistanat. Effectivement, on a eu une certaine émancipation à partir des années 2000, mais est-ce que ça a poussé à la créativité, Tamara? Est-ce que ça nous a poussé à l'émancipation? Moi, je vois plutôt un
système d'assistanat qui est en train de se créer bon gré mal gré et qui nous pousse justement vers le bas, notamment les entrepreneurs. On voit qu'en France, tout est fait contre l'entrepreneuriat d'un point de vue aussi fiscal. Et le revenu universel, il peut être perçu de deux manières différentes. Oui, certes, on peut s'adonner à nos passions, etc., etc., etc. Mais c'est surtout s'adonner au divertissement, à l'entertainment, comme ils disent. Une forme d'asservissement aussi. À Netflix, on y revient, à TikTok, au sofa, au soda et le combo qui va avec. Voilà, c'était ma petite objection parce que c'est plus dans ce sens-là que je le vois partir pour ma part. On est bien d'accord. Le régime universel est une belle utopie, parce que de toute façon, après ça, si on reçoit un salaire universel, c'est magnifique parce que là encore, ça peut nous permettre de faire plein de choses qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire et ça donne une certaine sécurité théorique, sauf que d'un autre côté également, on se retrouve pieds et mains liés par rapport à la main qui nous nourrit. Hein, donc, exactement. Et de quoi elle va être faite. Après ça, avec cet argent-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est à chacun de répondre. Hein, là encore, c'est les jeux. Est-ce qu'ils veulent aller regarder les jeux du cirque ou est-ce qu'ils veulent développer leur philosophie comme faisaient les Grecs autrefois? Il faut voir les Grecs. Les Grecs autrefois avaient développé une culture qui était absolument merveilleuse au niveau des recherches des philosophes, etc. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient des esclaves qui s'occupaient de tout leur... c'était l'esclavagisme qui leur a permis tout ça. Et donc là, quelque part, avec l'IA, on voudrait recréer un esclavagisme qui nous permettrait de vivre tout ça. Mais c'est de l'esclavagisme. Et donc, faut en sortir également. Moi, je suis toujours dans la notion du consensusion, d'arriver à travailler ensemble, parce que c'est vrai qu'on joue pas dans la même cour. Imagine des robots aussi, qui passent aux Jeux Olympiques. Évidemment, les humains, ils vont être dans les starting blocks également et qu'ils sont déjà arrivés. Puis regarde aussi ce qu'on en fait des robots. Moi, je suis affolé. On est en train de développer la robotique d'une manière extraordinaire. Les deux secteurs qui ont le plus développé pour la robotique, c'est l'armée et la sexualité pornographique. Donc c'est complètement, c'est un outil merveilleux et là on l'utilise à mauvais escient. Oui. C'est un gros mot, mais on l'utilise mal. Ouais. Comme Tamara le disait, on va revenir sur la question un peu plus positive. Ce fameux indice, ce fameux indice d'amour dont tu parles. Oui, ça justement, c'est un beau sujet, un grand sujet, parce que, comme je disais tout à l'heure, on a la vitrine qui nous est montrée par tout un tas de choses tous les jours. Bref, on n'y reviendra pas là-dessus. Et puis, il y a ce qu'il se passe véritablement dans les esprits et dans la population. Et moi, je vois que très, très souvent, dans un grand nombre de personnes que je rencontre, avec qui j'ai l'occasion de discuter, je m'aperçois qu'ils font une évolution personnelle. D'un seul coup, ils comprennent bien que tout ce qu'on raconte au niveau des informations, c'est pipeau, qu'on nous ment, qu'on nous tronque, et puis ils ont vraiment l'impression d'envie de développer leur être, développer leur spiritualité, créer un nouveau monde, créer quelque chose de positif. Donc il y a vraiment un changement. Et là, moi, je me suis dit, ça c'est en sous-marin là, parce que on le voit pas. Même il y a des personnes, je suis très étonné de les voir avoir fait cette évolution. Je trouve merveilleuse. Et donc c'est en sous-marin. Et donc l'indice d'amour de l'humanité calcule le taux d'amour que génère l'humanité dans son ensemble. Alors il y a le taux d'amour d'un côté qui peut être élevé et qui est atteint aussi par le taux de méchanceté, disons, qui fait baisser un petit peu ce taux. Et quand j'ai établi ce taux, cet indice d'amour de l'humanité, je l'ai établi de telle manière que quand cet indice atteindra les 100%, eh bien, ça veut dire qu'il y aura une quantité de population suffisante qui généreront cet amour et qui seront déjà suffisantes pour avoir un retentissement positif, évidemment, sur le reste de l'humanité. Ce sera le taux minimum suffisant pour commencer à avoir une influence sur l'humanité. C'est ce qu'on appelle l'effet Maharishi. L'effet Maharishi qui tout simplement a démontré qu'une petite population active, positive, là il travaillait beaucoup sur la méditation, était capable de changer l'ensemble de l'humanité. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'être majoritaire, d'être 51% pour changer l'ensemble.
un petit nombre pouvait suffire à changer. Lui, il avait même établi que c'était la racine carrée de l'humanité. Enfin bref, c'était un taux. Lui, il avait considéré que ça pouvait être dans les 8000. Quand on fait le calcul, c'était dans les 8000 personnes. Je pense qu'il en faut beaucoup plus quand même, mais ça veut dire il n'y a pas besoin aussi qu'il y avait une grande quantité de population qui interviennent. Et donc, l'indice d'amour d'humanité calculé là-dessus. Quand j'ai commencé à le mesurer, c'était au moment toujours de l'ouverture du portail, au moment du confinement, le taux vibratoire était à 13%. Donc 13%, c'est extrêmement faible, comme on le voit. Et aujourd'hui, on est en train de friser les 1000%. Si l'ensemble de l'humanité était dans une vibration d'amour aujourd'hui, on serait dans les 8000%, 9000%. Donc là, déjà, 1000%, c'est quelque chose que je trouve formidable. Et là encore, si on peut considérer que 1000%, ça représente un grand nombre de personnes et qui peuvent avoir aussi une influence sur la pensée de l'ensemble de l'humanité et qui peut nous aider à une autre voie qui est plutôt qui est la voie qui va aller pour créer un monde nouveau, parce que quand on envoie de l'amour à quelqu'un, quand on est dans l'amour, on monte notre niveau vibratoire. Et donc ça, c'est très important à bien le comprendre. Moi, je vais donner un petit exemple. Il y a un ami qui m'avait raconté que dans l'armée française et certainement dans toutes les armées du monde, ils avaient fait des recherches pour nourrir les soldats avec le prana. Vous savez, la nourriture subtile, énergétique, etc. Donc, évidemment, ça simplifierait beaucoup l'intendance des armées, on est bien d'accord. J'ai dit, mais c'est génial comme idée, génial. Alors, ils étaient tout contents parce que c'était génial, etc. Mais c'était génial, mais pas pendant l'idée qu'ils avaient. C'est-à-dire qu'eux, quand ils voyaient l'intendance, moi, je voyais un autre côté. C'est que pour se nourrir du prana, on n'a qu'une seule solution, c'est de monter notre niveau vibratoire. Donc, monter notre niveau vibratoire, là, on pourra accueillir le prana pour se nourrir, c'est évident. Sauf que une fois qu'on a monté notre niveau vibratoire, on a changé nos paradigmes, on a changé notre manière de penser, on va monter différemment et on n'a plus la capacité de prendre le fusil et de tirer sur la personne qui est en face. Donc là, déjà, je suis pour la nourriture pranique dans toutes les armées du monde, déjà. Non, mais il faudrait pas d'armée, clairement. Il y en aurait plus ipso facto, si tu veux. Il y a ce fameux reportage du yogi dont on parle pendant toutes les émissions, parce que c'est un cas d'école. Oui. Il ne mange pas, il ne boit plus depuis l'âge de 7 ans. Il avait 77 ans il y a 10 ans lors du reportage sur France 5. Il doit en avoir, j'espère qu'il est encore en vie. Néanmoins, il le stipulait clairement, il peut pas vivre en centre urbain, il peut pas vivre en pleine ville, il peut pas se nourrir de prana au milieu d'une barre HLM, c'est pas possible. Alors avec une AK-47 ou un M16 entre les mains et et des bombes et des mortiers autour de lui, le prana, je sais pas s'il va arriver de sitôt. Non, mais c'est pour ça, si tu veux, le prana il est toujours là. Et le prana est partout, hein, de toute façon, mais c'est la manière de pouvoir l'accueillir ou le prendre. Et comme je te disais, c'est les AK-47, ils peuvent rester, mais si on change de niveau vibratoire, si les personnes changent de niveau vibratoire, elles changent de paradigme, etc. Et le AK-47, il restera dans le placard. Donc, c'est ça la différence. Et c'est ce qui se passe dans les individus. Après ça, les outils, les armements, les bombes, etc., d'un seul coup, elles n'auront plus leur usage et elles resteront à rouiller dans un coin, c'est tout. Alors comment est-ce qu'on peut le faire évoluer? Parce qu'il n'y a pas si longtemps quand même dans l'humanité, on a eu la période Peace and Love. Alors tu n'étais pas encore là en train de faire tes travaux, mais on pourrait imaginer qu'à cette période-là, l'humanité a vibré quand même très haut, très fort dans cet indice d'amour. Et puis là aujourd'hui, fafafloum, ça redescend. Tu parles de mai 68, Tamara? Pas que, parce que mai 68, c'est ici en France, mais il s'est quand même passé quelque chose au niveau planétaire, au niveau générationnel aussi. Enfin, il y a des personnes qui sont arrivées dans ces années-là. J'ai connu ces années-là. J'étais un jeune adolescent, mais je les ai connus. Je les ai connus avec les belles chansons de John Lennon, avec tout ça. Ça a bercé mon adolescence. Et c'était le peace and love, c'était la grande liberté qu'il pouvait y avoir, cette égalité qu'il y avait entre les hommes et les femmes. Donc c'était véritablement une révolution qui était merveilleuse. J'en garde toujours des souvenirs émouvants de tout ça, malgré qu'il y avait des grandes manifestations et que ça bougeait beaucoup. Et il y avait des belles chansons que je ne chanterai pas, mais qui étaient très intéressantes par rapport à ça. Et là, ça a été cassé.
cette révolution a été cassée d'une manière importante. Mais quand on reprend justement les textes qui étaient dits, des chansons, etc., elles sont tout à fait d'actualité encore, elles sont tout à fait présentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'époque? C'est que il y avait les forces négatives, on va les dire, étaient très puissantes. Très puissantes. Et donc, elles ont démoli un petit peu tout ce qui avait été fait par l'esprit des Peace and Love. Mais on pourrait aussi regarder, tu peux regarder aussi les années 38, 39, qui étaient merveilleuses, les années 1912, 1913, et je parlais des années 1939 et 1938, qui étaient des années aussi beaucoup d'évolution au niveau de la culture, au niveau de tout ça. Et là, bingo, à chaque fois, les guerres ont tout détruit. Il y avait une évolution même de l'égalité des hommes, des femmes, d'évolution des sciences, une évolution des arts, etc. Et là, c'était avec les Peace and Love, ça n'a pas été une guerre, mais ça a été cassé par justement toutes ces forces négatives qui étaient en place à l'époque. Et aujourd'hui, ces forces négatives sont toujours en place, mais la différence, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui, elles ont des chevilles d'argile, elles sont beaucoup plus fragiles, elles gonflent un petit peu pour essayer de montrer qu'elles sont puissantes, etc. Mais elles ont des pieds d'argile, et si on est suffisamment nombreux à envoyer des énergies positives ou à agir d'une manière pacifique, on peut véritablement les faire tomber. Hein. C'est pas Tout est en notre main, mais ce qu'il faut, c'est sortir de nos pensées habituelles, du paradigme de la propagande. Et c'est pour ça aussi que j'ai réalisé sur mon site tout un protocole de déprogrammation. Très important. Très important pour moi, c'est parce que nous sommes programmés de 1000 façons différentes depuis notre enfance. Donc, depuis notre enfance, actuellement, avec les infos, on a des programmations aussi qui étaient subliminales, on a des programmations qui sont chimiques, on a des programmations qui peuvent nous venir également de vie antérieure, de la généalogie, etc. Et tout ça nous empêche de vivre véritablement ce que l'on est. Et donc, c'est tout un petit protocole gratuit sur Internet. Vous le trouvez facilement sur mon site, des programmations pour enlever tout ça et pour justement retrouver notre véritable pensée, parce que c'est essentiel. C'est ça dont on a besoin, de retrouver ce que nous sommes. Et ça, c'est important. Je vais encore faire mon réfractaire, hein, parce que les années Peace and Love, surtout en France, on va focaliser sur la France, c'est aussi les années Cohn-Bendit et Jack Lang. C'est aussi l'avènement du New Age. C'est aussi des apparats pour moi. Et tu parlais justement de guerres en parallèle, comme la guerre du Vietnam, etc. Mais pas que. On a un féodé, clairement. On a phagocyté tous ces mouvements. Et ils ont été impulsés par des personnages aujourd'hui qui sont tous sauf lumineux, et qui représentent, qui sont symboliques, emblématiques de cette même période. Le truc, c'est de savoir si c'était déjà le cas à l'époque ou s'ils le sont devenus. Ouais, ma foi. Bon, on creusera pas ce sujet, c'est pas forcément... Et ça, c'est pas intéressant, c'est pas un sujet qui m'intéresse. Oui. Ouais. Non, ce que je trouve intéressant, c'est on voit qu'il y a différentes, tu vois, comme une fleur qui pousse, quoi, il y a différentes montées. Et ce que je trouve intéressant, c'est surtout de récolter les fruits de ce qui s'est passé déjà dans le passif, et pour ne pas les reproduire, dire bon, allez, cette fois-ci, on y va vraiment, on sort la tête de la terre, on s'élève vraiment, on suit ce mouvement, puisque la planète est en train de monter, ce qui n'était pas le cas en termes de niveau vibratoire dans ces années-là. Là, aujourd'hui, on a une forme de trampoline pour les âmes, hein, c'est ce que tu disais, il n'y a jamais eu autant de personnes sur la planète, c'est pas pour rien. Moi, je vois ça vraiment comme l'image du trampoline, dire, allez, cette fois-ci, bien sûr qu'il y aura le mouvement inverse. Évidemment qu'il y aura le mouvement qui pousse vers le bas, et on le voit bien, mais comme disait Arwen, la lumière a déjà gagné. Cette phrase, on va se la garder quand même. Bien sûr. C'est un mouvement, rien ni personne ne peut aller contre cette force et cette puissance vibratoire. Donc, bien, même s'il y a un petit mouvement, je dis petit volontairement, d'involution, où nous, dans notre modernité, on voit que c'est quand même pas facile, on nous garde la tête en dessous de l'eau, etc. C'est dire, bon, d'autres l'ont vécu avant, mais cette fois-ci, on est aidé par cette montée vibratoire de la planète. Donc oui, comment faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Comment faire pour nous accompagner ce mouvement en conscience? Donc tu parlais de la qualité des pensées, tu parlais de sortir de ces dogmes de croyance, de déprogrammation. Au niveau individuel, comment est-ce qu'on peut aller dans le bon sens? Aller dans le bon sens. De toute façon, la lumière est au bout du tunnel. Les forces obscures, je crois que c'était dans l'Apocalypse de Saint Jean qui disait la lumière brille dans l'obscurité et l'obscurité ne l'a pas éteinte.
Donc c'est tout à fait juste et c'est tout à fait exact. Ce qu'il faut comprendre, ça c'est important dans notre situation actuelle, et elle est bien résumée par la prophétie des Indiens Hopi, qui nous disait que l'univers évolue, comme je le disais, avec des étages, des niveaux de conscience au fur et à mesure qui se développent. Donc l'univers évolue, et ça, c'est un mouvement inéluctable. Les énergies arrivent de l'univers, elles bombardent la Terre, c'est inéluctable. Le taux vibratoire de la Terre augmente, ok, inéluctable, mais peut être influencé par l'humanité malgré tout. Les humains sont appelés à vibrer, mais nous, en tant qu'humanité, eh bien, ça va dépendre de notre attitude. C'est-à-dire que si nous arrivons avec, comme l'indice de l'humanité a tendance à le montrer, à développer notre pensée lumineuse, etc., là, à ce moment-là, on va suivre ce mouvement, la Terre va suivre le mouvement et tout va bien. Mais d'un autre côté, si on est animé par des pensées agressives, des pensées de domination, des pensées de haine, des pensées égoïstes tout simplement, eh bien ces pensées qui vont s'agréger au niveau de la Terre, qui viennent de l'humanité, peuvent à ce moment-là freiner cette évolution vers la lumière. Elle va freiner cette évolution, on ne sait pas de combien. Et ça pourrait être de 5 ans, de 10 ans, de 1 siècle, de 1 millénaire, on ne sait pas combien de temps ça peut durer. Mais c'est pour ça aussi que les forces négatives savent très bien qu'on va vers la lumière. Mais eux essayent de bloquer ça parce qu'ils veulent garder le leadership. Comme je disais, on ne sait pas pour combien de temps, si c'est pour quelques années ou pour quelques millénaires, mais ils veulent garder le leadership pour continuer de nous laisser dans la même situation et nous empêcher d'évoluer, d'avancer, etc. Et c'est pour ça que l'avenir dépend de chacun de nous, c'est-à-dire de notre état d'esprit, parce que si on est dans un état d'esprit négatif, on nourrit justement ces forces qui cherchent à nous amener dans la peur, dans l'angoisse, dans la stress, dans la division. On est tous divisés. La première division aujourd'hui, c'est génial, c'est qu'on se retrouve avec les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, alors qu'on n'a jamais été opposés, on a toujours été des complémentaires. Après ça, selon les pays, les religions, tout est fait pour nous diviser, alors que nous cherchons plutôt, à titre individuel, à nous réunir, à vivre ensemble, à vivre d'une manière merveilleuse. Et donc, tout va dépendre de l'état d'esprit de l'humanité dans sa globalité. Parce que si on a des pensées perverses, on nourrit justement, on aide ces forces négatives. Si on a des pensées positives, on va pousser vers l'autre côté. Alors, comment élever son niveau vibratoire? C'était ça, un petit peu ta question que tu me dis. Oui, comment se préserver? Parce que, évidemment, on va dire du côté obscur de la force, on voit bien que c'est en utilisant justement... On m'appelle Luke Skywalker de temps en temps. J'ai cette chance de parler avec Luc. Du coup, de l'autre côté de la force, on voit bien que c'est justement en utilisant le contrôle des pensées, en allant vers des dogmes, vers de la pensée unique, en créant beaucoup de la peur. Ce sont leurs armes, on le sait, on le voit à aujourd'hui. Comment chacun, individuellement, on peut, oui, s'en préserver. Donc, effectivement, augmenter notre fréquence vibratoire, notre niveau vibratoire, et puis se préserver un petit peu de ces bombardements, pour le coup, on va utiliser ce mot-là, de l'autre côté, attaque au niveau du mental et attaque au niveau du corps émotionnel, qui ont une incidence directe sur notre fréquence vibratoire. Ah oui, tu peux regarder les phénomènes du protocole de déprogrammation, ils expliquent bien, même ça agit au niveau de notre alimentation, selon ce qu'on va manger, selon les mouvements, selon tout ça. Donc ça agit sur le plan physique, ça agit sur le plan énergétique. Il y a aussi on rentrera pas dans les notions des champs électromagnétiques artificiels, mais bon, bref, on a toujours ces histoires de chemtrails, on sait jamais trop ce qu'ils sont en train de bombarder. La 4G, la 5G. Il y a tout ça. Oui, ils ont beaucoup d'armes. On sait que c'est nocif à certaines fréquences. On nous dit, on n'utilise pas ces fréquences-là. Moi, je veux bien, mais il y a quand même un risque, un danger. Donc, il y a plein de choses qui sont très, très angoissantes. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous pouvons être dans l'amour, dans la compassion, dans le partage, dans l'équité, mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes des bisounours. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des êtres qui vont dire oui à tout. Amen. Tout est bien et tout est beau et on vit dans le meilleur des mondes. On a le droit d'être dans l'amour, on a le droit d'être dans la compassion et de dire non, je ne suis pas d'accord.
Ça, c'est d'exprimer son opinion, de s'opposer aux événements. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on s'oppose aux événements dans un esprit non agressif, dans un esprit moi, je prends beaucoup l'exemple de la révolution menée par Gandhi et Nehru, etc. On peut s'opposer sans violence. Et moi, je trouve ça très triste quand je vois des manifestations où il y a des blessés, des morts, etc. C'est bon, vous me direz qu'il y a des minorités qui peuvent aussi venir et qui essayent de mettre le feu aux poudres, on est bien d'accord, des faux drapeaux, des choses comme ça. C'est toujours très triste de voir que des gens peuvent mourir à notre époque par rapport à ça. Et donc, comment qu'on peut faire pour monter notre niveau vibratoire? Alors, on peut déjà commencer à la base. Oui, il y a un niveau, une vie saine, une bonne alimentation biologique, méditerranéenne, une bonne hydratation, une bonne activité physique. Oui, bon, d'accord. On est bien d'accord, c'est bon pour notre santé, c'est bon pour tout ça, mais c'est pas du tout l'essentiel, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Ça, je dirais que vous pouvez vivre votre vie, d'être joyeux et de faire la fête, de boire un petit coup, etc. Ça vous montrera aussi très bien votre niveau vibratoire, hein, également. On est là aussi pour joyeux, la joie, le bonheur est très important. Ce qui est le plus important pour monter notre niveau vibratoire, c'est ce qui se passe là, c'est ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire qu'il faut commencer à changer notre manière de penser, c'est-à-dire de commencer à être plus dans la compréhension et dans la tolérance. Et surtout, un point qui me semble extrêmement important, c'est d'être dans l'intégrité, d'être dans son intégrité, de demeurer dans son intégrité. C'est extrêmement important parce que là, ça vous permet de rester ce que vous êtes et d'éviter tous les compromis qui pourraient vous en éloigner. Donc, au fur et à mesure qu'on est dans cet esprit-là, on change. Parce que je vais donner un exemple. Vous roulez sur l'autoroute tranquille et il y a une voiture qui vous double et qui vous fait une queue de poisson. Qu'est-ce que vous avez pensé? Quel con celui-là! Donc c'est humain, c'est rapide, etc. Mais seulement c'est une réaction primaire que nous avons tous. Et donc il faut se débarrasser, par exemple. Pourquoi? Parce que d'abord, est-ce que nous avons jamais fait une queue de poisson à quelqu'un d'autre? Bon, sans le faire exprès, mais est-ce qu'on l'a pas fait? Et puis cette personne qui me fait une queue de poisson, pourquoi elle le fait la queue de poisson? Peut-être qu'elle a des problèmes dans son travail, peut-être que sa femme est en train d'accoucher à la maternité et qu'il veut aller vite, etc. On ne sait pas ce qui se passe il y a certainement une raison pour laquelle cet être a fait ça. Et donc il faut être aussi dans une certaine compréhension. Et puis si on a des pensées comme ça et que la personne qui vient de nous doubler a un accident 3 kilomètres plus loin, est-ce que notre pensée n'a pas influencé quelque part cet accident? Quelle est notre responsabilité dans cet accident? Donc, on envoie des pensées négatives. Oui, c'est les réflexes qui vont se perdre au fur et à mesure, mais il faut tout de suite envoyer une pensée d'amour ou de compréhension ou de tolérance pour effacer la première. Donc, il faut changer notre façon de voir. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir du moment où on change notre façon de penser, de réagir, de dire, eh bien, ce qui se passe, c'est que le monde autour de nous change. Même les personnes, nos proches, ils vont avoir des attitudes différentes. On va aborder les événements matériels. On sera toujours conscient de ces événements matériels et tout ça, mais on sera moins pris par ces événements parce qu'on aura une vision plus globale des choses, pas supérieure. C'est pas plus élevé. C'est prétentieux de dire ça. C'est simplement, on verra les choses d'une manière un petit peu plus globale plutôt que de tomber dedans à chaque fois. En d'autres termes, si je t'ai bien compris, il faudrait atténuer la magie noire et amplifier la magie blanche. Oui, tout à fait. La magie noire, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi au sens propre et au sens figuré parce que j'ai écrit des bouquins pour justement se libérer de toutes ces... Et dans le protocole de déprogrammation, j'en parle aussi beaucoup de tous ces phénomènes qui sont malheureusement beaucoup plus utilisés qu'on ne le croit. Et par exemple, le jet de sort ou les éléments comme ça, ne serait-ce que quand vous voyez les annonces ramène ton mari, etc., infidèle, etc., pour la vie, ça c'est un envoûtement qui est en train de se faire également. Et les pensées négatives, c'est de la magie noire quelque part. Les égrégores. La magie, non, c'est pas de la magie noire. C'est pas de la magie noire. Si on souhaite du mal à son prochain, comme tu disais dans ton exemple. Oui. C'est ça. Ça, c'est négatif. Ça, c'est évident que ça va
perturbé, mais ce n'est pas de la magie noire. La magie noire ou la sorcellerie va utiliser des forces obscures pour réaliser des choses. Est-ce qu'on le fait pas malgré nous quand on a des pensées négatives? Non, on n'est pas. Un sort va être très puissant, une pensée va être désagréable, va être perturbatrice, mais un sort peut avoir aura des réactions beaucoup plus importantes. Et pourquoi elles vont avoir une réaction plus importante? C'est parce que on appelle à ce moment-là des forces obscures pour faire ce travail. Et là, c'est une responsabilité aussi, parce que les forces obscures, déjà, si nous les avons appelées, enfin, pour nous, si des personnes l'ont appelé, pour moi, il y a une dette à payer, ouais. Mais si les personnes l'utilisent, c'est elles vont déjà avoir une responsabilité importante par rapport à ça. Et puis, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les forces obscures ne travaillent pas gratuitement. Bien sûr. Donc, elles apportent la note. Il y a un contre-coup, effectivement. Oui, et que nous, on est quand même tous aussi, justement, des petits magiciens. Donc, même si on n'a pas autant de puissance que ces forces-là obscures dont on parle, au niveau individuel, on peut s'imaginer une petite baguette magique, là, utiliser par exemple du Ho'oponopono, dans la situation que tu décrivais, là, la queue de poisson. Effectivement, ce premier mouvement qui peut être très instinctif, très reptilien, très bestial, là, ou dans la dualité encore, et puis de se proposer, ok, je t'envoie du love, je t'envoie ce dont tu as besoin, tu as l'air très tendu et beaucoup plus pressé que moi, donc voilà, cool. On a aussi notre petite baguette magique influente du côté lumineux. Je fais faire souvent un exercice. Quand je fais des conférences, quand je fais des ateliers, choses comme ça, je fais faire un exercice qui est, à mon sens, très, très important. C'est-à-dire que je dis aux personnes de se mettre par deux, de se mettre éventuellement face à face, les yeux fermés, et puis de décider entre elles laquelle des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en réception sans rien faire, et ressent ce qui se passe en elle. Et au bout d'un petit moment, on inverse les rôles. Ce qui est extraordinaire dans cet exercice, c'est qu'on s'aperçoit qu'on ressent l'énergie d'amour et bienveillante de l'autre. C'est très émouvant d'ailleurs. Donc ça montre combien notre pensée peut être bénéfique pour les autres dans le cas où on envoie de l'amour. Et d'un autre côté, on s'aperçoit aussi que l'autre, le receveur, se sent bien, se sent heureux. L'émetteur, quand on envoie de l'amour, on se sent bien, on se sent heureux. Donc, ce qui montre tout simplement que déjà notre pensée est puissante, déjà elle est perçue par l'autre, mais surtout aussi que l'amour est très important parce que c'est là où nous sommes bien et nous sommes heureux. Parce que on peut faire l'exercice, mais ça je le conseillerais pas, le même exercice en envoyant de la haine, de l'agressivité, de la jalousie, etc. Évidemment, mais on aurait aussi une réaction sur l'autre négative. Et pour nous, ce serait aussi très terrible parce que quand on est dans ces pensées de haine, de jalousie, d'agressivité, on ne nous sommes pas bien, nous ne sommes pas heureux. Donc c'est simplement quand nous sommes dans des pensées élevées que nous nous sentons bien et heureux. Et donc c'est pour ça que nous sommes faits pour vivre dans ces pensées et non pas toutes les autres pensées sont sans intérêt, il faut les oublier le plus possible. Oui, c'est la loi de la résonance. Ça agit encore, c'est plus que la résonance, parce que la résonance, ça va en plus dans le sens que je l'entends, peut-être que tu l'utilises dans un autre sens, le mot résonance, mais la résonance va attirer en plus des situations qui vont être en acabit avec ce que tu penses. Là, c'est vraiment des questions vibratoire, mais on peut parler de résonance, mais on reçoit ce qu'on envoie. Et donc, si on envoie de l'amour, on recevra de l'amour. Si on envoie de la haine. Oui, là, tu es encore passé à l'étape suivante. Mais je dirais que déjà, c'est pour ça qu'on revient sur l'indice d'amour de l'humanité. S'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette vibration d'amour et qui vibrent sur cette vibration d'amour, elle va rayonner sur cette terre et elle va influencer des pensées positives et elle va inciter aussi d'ailleurs les autres à monter son niveau vibratoire. Alors c'est évident que, et là je te rejoins, c'est que plus on va envoyer de l'amour et plus on va en recevoir. C'est évident. Mais il faut pas faire ça pour ça. Faut commencer à faire ça parce que tout simplement, ça nous fait du bien d'être dans l'amour. On est bien dans ces vibrations élevées et puis ça fait du bien aux autres. C'est déjà commencer par ça. Pour le Kidam, la personne lambda qui souhaite comprendre cette montée vibratoire, quels sont les symptômes? Les symptômes, déjà le but, l'élément qui va se passer, à partir du moment où la personne suit le mouvement, eh bien, à ce moment-là, ça va l'aider à ouvrir son esprit, à ouvrir son cœur, à ouvrir sa conscience.
donc des périodes de regarder les choses différemment et de comprendre un certain nombre de choses. On dit souvent l'apocalypse, on vivrait une époque d'apocalypse actuellement. L'apocalypse n'est pas une période apocalypse, le sens du mot apocalypse n'est pas la destruction, la fin du monde, la destruction du monde. L'apocalypse, c'est l'arrivée de la bonne nouvelle, de la compréhension, l'ouverture de la compréhension. Et dans ce sens-là, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Mais par contre, comme ce niveau vibratoire monte très vite, on a souvent du mal à le suivre. C'est une évidence. Donc, il y a un décalage qui se fait, et c'est ce qui peut se traduire par des troubles qu'on peut avoir sur nous, mais qu'on retrouve dans d'autres situations. C'est pas que dans la montée vibratoire, on la retrouve dans d'autres situations. C'est le stress, c'est la fatigue. Il y a les troubles du sommeil également qui peuvent arriver. Après ça, sur d'autres plans, ça va être, donc là, le trouble du sommeil, c'est les insomnies. Vous savez, on se réveille à 2 heures ou 3 heures du matin pendant 1 heure et on sait même pas pourquoi, etc. Et puis après ça, ça peut être des petits vertiges, des petites bouffées de chaleur, etc., qui sont pas méchantes, mais qui sont là, qui nous perturbent et qui nous donnent peut-être même un petit mal-être aussi qui peut être temporaire. Donc, et ça, ces éléments disparaissent ipso facto dès qu'on monte notre niveau vibratoire. Et si la notion si on n'arrive pas à s'équilibrer, parce que nous sommes faits en tant qu'êtres humains, ça c'est très important aussi, j'ai oublié de le dire, c'est que nous sommes faits pour vibrer au même niveau vibratoire que la Terre. Donc, je vous fais pas de dessin, le niveau vibratoire de la Terre est grand, et tant que nous ne sommes pas à ce niveau, ça peut nous apporter des troubles qui peuvent être des troubles passagers, comme je viens de vous le dire, mais ça peut aussi favoriser, tout ça, pas avec, il faut d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte, mais ça peut favoriser aussi certains troubles et des maladies également qui peuvent, mais ça fera partie, ce sera un facteur parmi tant d'autres. Est-ce qu'il y a des risques? C'est-à-dire, là, tu commençais à évoquer, bon, parmi les symptômes, finalement, c'est plus le fait de ne pas s'aligner qui serait problématique pour nous en tant qu'être humain. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un niveau où le corps humain ne tient plus en termes de fréquence? Est-ce que ce corps humain, il est adapté à monter, à s'élever, ou est-ce qu'à un moment donné, on explose, peut être comme une broduche. Combustion spontanée. Combustion spontanée, on va tous exploser de l'intérieur. Non, de toute façon, tout est bien et tout est organisé. Nous sommes des êtres de lumière, nous sommes des êtres spirituels, donc c'est évident que si on était passé brutalement de 6500 à 2 600 000, là, on aurait certainement eu des gros problèmes. Donc, mais ça monte progressivement également. Il est vrai que si aujourd'hui, nous, en tant qu'êtres humains, nous nous retrouvions dans les énergies divines, on brûlerait comme des petits lardons dans la poêle, parce que les énergies divines sont des énergies extrêmement fines et élevées, et puis, mais c'est cette brutalité. Là, ça se fait progressivement, même si c'est rapide, ça se fait progressivement, et donc tout est bien, mais là où ça peut poser problème, par contre, c'est pour les personnes qui sont résistantes. Et là aussi, on peut se dire où est-ce que ça va nous mener. Alors là, il y a des personnes qui parlent de la 5D, par exemple. Moi, c'est pas d'un terme qui rentre très bien dans ligne de compte, c'est des montées vibratoires. Alors, est-ce qu'on va passer dans la 5D ou dans la 60e? J'en sais rien, et ça n'a pas tellement, les chiffres n'ont pas d'intérêt. Par contre, on va monter au niveau vibratoire, et donc ce qui va se passer, c'est que si ça se passe dans le bon sens, c'est aussi important, bien comprendre, parce que on peut très bien, comme je disais, être freiné par ces forces négatives et qui vont nous empêcher cette évolution. Et si ça va dans le bon sens, à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'on sera dans un monde qui va évoluer au niveau de la puissance de la pensée, du cœur et de l'esprit. Ça veut dire que on va avoir des nouveaux paradigmes qui vont arriver, comme on disait, de justice, d'équité sur cette terre, qui va changer complètement notre société. Si on avait ces visions, il y aura aussi ces nouveaux enfants qui sont des adultes maintenant, et qui vont aussi influencer de plus en plus cette société. Il va y avoir aussi, on va être de plus en plus avoir des nouveaux talents, des nouvelles capacités qui se développer avec et donc la société de demain sera, à partir du moment où tout ça aura l'opportunité de se développer, l'humanité de demain sera complètement différente de tout ce que nous pouvons imaginer aujourd'hui. La technologie sera certainement réduite sera pas forcément disparue, parce qu'elle pourra toujours être utile dans certaines situations, mais alors elle sera réduite à la plus simple expression, parce que la puissance de
de la pensée, la puissance de l'intention, l'action sur la matière sera de plus en plus nette et importante. Et les êtres, donc on sera malgré tout dans un monde, dans un univers qui sera toujours un univers duel. Il y aura toujours du bon et du mauvais. Moi, je parle jamais du bien et du mal, parce qu'on parle toujours du jeu. Ça, c'est un jugement, c'est autre chose. On aura toujours du bon et du mauvais. Et donc, on ne sera pas dans le pays des bisounours non plus. Donc, on aura toujours besoin d'évoluer, d'avancer. Mais seulement, la différence aussi, c'est que la puissance de la pensée sera plus importante, notre action sur l'énergie sera plus importante, et la matérialité sera moins marquée, etc. Donc, et puis, en plus, la différence qu'il peut y avoir grâce à cet effacement partiel de la dualité, il y aura aussi moins cette différence qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes qui s'affaisseront aussi et qui permettront de faire cette unité qui est beaucoup plus importante, parce que les deux cerveaux, féminin et masculin, comme il est dit, le cerveau droit et le cerveau gauche, sont pas faits pour s'opposer, sont faits au contraire pour travailler de concert. Et on a tous, hommes et femmes, les deux mêmes cerveaux, droit et gauche. Voilà, sauf qu'on s'en sert plus facilement de l'un que de l'autre, mais l'important, c'est pas de se servir de l'un et de l'autre. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a les deux qui sont utiles. Sinon, il n'y a pas besoin, on nous aurait pas créé deux cerveaux. Luc Baudin, la montée vibratoire en cours, ancien médecin cancérologue et désormais auteur conférencier et aussi spécialiste en médecine douce et alternative. On peut également retrouver tes formations en ligne, les hypnoméditations, les livrets gratuits, les audios, lucbaudin.fr. On vous invite à aller sur ta plateforme. Éventuellement, pour en savoir plus sur toi, on entre dans la dernière partie de cette émission, la toute dernière partie dans laquelle on va te demander ton actualité et un petit mot pour la fin. Mon actualité, ce que je vous conseillerais, c'est que tous les 15 jours, je fais un soin énergétique intemporel. Donc, pour tout le monde. Donc, vous pouvez en bénéficier. C'est gratuit. Il n'y a pas d'inscription préalable, etc. Donc, allez-y. C'est fait pour vous. C'est gratuit. C'est justement pour nettoyer votre organisme, nettoyer votre être, aussi bien sur les pensées, les blocages, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui va vous aider aussi, à évoluer, déjà à changer, à avancer. Il y a aussi des rassemblements que je réalise aussi tous les 15 jours en alternance avec les soins, c'est-à-dire des rassemblements pour prier, pour méditer, pour se recueillir ou pour simplement envoyer des pensées positives à l'ensemble de l'humanité pour justement aider tous nos frères et nos sœurs humains qui en ont besoin, parce qu'il y en a tellement qui sont dans la souffrance et dans la douleur aujourd'hui que c'est important. Alors après ça, je fais toujours quelques conférences en présentiel, par-ci par-là, j'en fais pas beaucoup, mais un petit peu. J'essaye d'aller un peu à droite, à gauche, etc. Je fais des formations en ligne. Il y a une formation en soins énergétiques en ligne qui intéresse beaucoup de personnes. Il y a d'autres soins, etc. Puis sur mon site, sur YouTube, il doit y avoir à peu près 3 vidéos toutes les semaines à peu près, donc ça bouge, ça remue, avec plein de vidéos qui sont des vidéos toujours bien sûr gratuites et informatives. Voilà, donc tout ça, moi, ce que j'essaye de transmettre, j'écris toujours des bouquins. Il y a mon dernier livre, celui dont vous parliez tout à l'heure, était un livre sur... Tous ensemble vers un nouveau monde. Voilà, j'en avais un qui était précédent, c'était aussi très d'actualité, c'est La Révolution de l'amour. Oui. Donc, il devait sortir d'ailleurs avant l'histoire du Covid, et c'est l'histoire du Covid qui l'a, mais il est tout à fait d'actualité encore, parce que justement, il nous montre la voie vers le changement qu'on peut réaliser dans ce monde. Et pour ceux que ça intéresse, il y a le tout dernier qui vient de sortir, c'est Manuel de soins énergétiques pour les animaux. Tout le monde peut aller aider et soigner nos petites bêtes. Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que les petites bêtes aussi peuvent nous soigner. Oui, effectivement. Oui. On a beaucoup d'amour à recevoir de leur part et le respect doit être mutuel et réciproque. Ouais. Voilà un petit peu grosso modo mon actualité. D'accord. Allez sur le site, vous allez avoir toutes les infos. Moi j'ai Instagram, sur YouTube, Oui, YouTube aussi. Donc tu as une chaîne YouTube aussi également, sur laquelle tu es énormément suivi aussi. Tamara, merci d'avoir été présente. Merci Réti, merci Luc. Tamara, bihuman.com. Donc si vous êtes intéressé par les lectures d'âme, vous nous écoutez également sur les plateformes de podcast, les rendez-vous quantiques et holistiques. On vous invite à venir nous rejoindre sur la web TV du site sur amdessine.com si éventuellement vous souhaitez nous voir à l'image. Luc, encore une fois, merci pour ta présence. C'est avec grande joie qu'on a pu te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on avait prévu cette émission. Elle a
ainsi pu se faire finalement. Je te souhaite une très belle continuation et énormément d'abondance dans tous tes projets par la suite. Merci à vous deux, merci de votre sourire et de votre positivité. Et, c'est vrai qu'il est important d'aider les êtres humains tant qu'on peut, et les êtres humains nous aident parce que c'est toujours réciproque, c'est donner, recevoir, et on est comme ça par rapport à cette époque-ci. C'est vraiment une période où on a besoin de donner aussi de l'espoir, et c'est mon idée aussi, de transmettre un maximum d'outils pour aider les personnes dans cette période difficile. On vous fait des bisous à toutes et à tous et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission jusqu'à la fin de la saison début juillet.